Écoutez, je pense qu'on peut démarrer, hein, vu le moment que nous allons partager. Alors, juste pour vous prévenir, sachez que vous pouvez préparer de quoi scanner, puisqu'il va y avoir moult QR codes qui vont vous rediriger vers les liens des différentes études ou alors des manières d'implémenter ce que je vais vous présenter dans votre code. Donc, ce sera très interactif. Ne soyez pas choqués ou alors timides. Vous avez tout à fait le droit d'être timide, c'est pas bien grave. Je vais vous parler aujourd'hui de ce qu'est la posture qu'on peut avoir à l'égard des biais racistes dans la user experience. Et mon objectif du jour, c'est de vous faire passer d'observateur à responsable pour enrayer les biais racistes dans l'UX. Bon, déjà, ça c'est dit, mais pourquoi je vous parle de ça et qui je suis? Alors mon nom c'est Marcy Erika Charolois, je suis membre d'UCHES France, je suis l'ancienne rédactrice en chef de We Love Dev. Est-ce que les We Love Dev, vous êtes là? Oui. Ils sont ici. Aujourd'hui, je suis consultante en inclusion dans les expériences utilisateurs et je fais aussi la stratégie et la création de contenu. Est-ce qu'il y a des gens qui me connaissent déjà dans la salle? Ah oui, quand même, ok. Bon, vous devez peut-être connaître mes autres conférences. Pour ceux que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas, enchantée. Donc j'ai fait d'autres conférences, notamment celle-ci, qui s'appelle « Pourquoi vous n'attirez et ne retiendrez pas les femmes dans vos équipes tech ?» Ouh, quelle ambiance. Inclusion des personnes LGBTQIA+, dans vos équipes tech, passez la vitesse supérieure. Et développeurs, développeuses, vous êtes responsables de la mixité dans l'IT. Comme vous pouvez le déduire, je suis passionnée des sujets de wokistes. Étant wokiste moi-même. Pourquoi je vous parle de racisme? Déjà parce que ça me touche. Et du coup, je voudrais partager avec vous ce que moi j'ai vécu en tant que femme métisse, comme vous pouvez certainement le déduire à mes attributs physiques. Donc je vais vous partager mon histoire personnelle avec le racisme, comment je l'ai vécu. Quand j'étais enfant, les autres enfants avaient un rapport particulier avec moi, puisque j'étais différente. Je n'étais pas blanche. Ma couleur de peau, quand j'étais petite, était bien plus foncée. Et donc, les autres enfants disaient que ma couleur de peau, moi-même surtout, leur rappelait soit le chocolat, le café ou la merde. Niveau expérience humaine, quand on vous le répète plusieurs fois, il est possible que vous finissiez par y croire. Donc, ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'à force de cette répétition d'expériences à me comparer constamment à du chocolat, « Ah, tu ressembles à du chocolat, ah, tu ressembles à du café, ah, t'as une couleur marron caca, oh mon Dieu, tu ressembles à de la merde », je me suis dit qu'en fait, être blanche pour moi en l'occurrence, c'était certainement meilleur dans la société. Et j'en étais arrivée à un point où à l'âge de 6 ans, je m'en souviens encore, j'étais en train de prier pour être blanche, pour ne pas avoir une peau foncée, avoir, je sais pas moi, des cheveux blonds, être super grande plus tard, avoir des taches de rousseur, avoir les yeux verts. Je me disais que ça, c'était certainement un moyen de m'en sortir dans la vie, parce que j'en pouvais plus de cette espèce de burn-out racial qu'on m'a fait connaître dès toute jeune. Et ça, c'est le cas de beaucoup de personnes qui sont dites racisées, parce qu'on vit le racisme. C'est pour ça qu'on utilise ce mot. Mais vous savez quoi, après on grandit, on finit par être un peu plus à l'aise avec qui on est, on finit par s'accepter. Du coup, j'ai vécu l'effet inverse en milieu professionnel. On m'a félicité parce que pour une afro-descendante, je ressemblais pas trop à une africaine. On me disait que j'étais bien présentable parce que j'avais pas les cheveux bouclés, ni crépus, que j'avais pas d'afro, parce que les cheveux afro, c'est pas professionnel. Parce que les cheveux crépus, c'est pas professionnel. Donc voilà, quand les gens me demandaient mon origine culturelle, ils me disaient tout le temps que j'étais plus professionnelle et que j'avais vraiment de la chance de ne pas avoir des traits africains. C'est vraiment sympa quand vous avez cet héritage culturel en vous. Vous voyez, c'est très déshumanisant, je vous préviens, cette conférence, vous allez rire, peut-être pleurer, peut-être vous dire « Oh mon Dieu, mais c'est horrible ». Mais c'est un peu le but, l'idée c'est vraiment de passer à plus de responsabilité dans l'user experience. Donc, pour tout vous dire, certainement, vous êtes en train de vous poser la question, mais en fait, elle vient d'où, cette meuf? C'est quoi son truc? Donc, je suis le fruit d'un multiculturalisme colonial, clairement. Mon ascendance et mes parents sont nés, et sont nés à Madagascar, ils ont grandi là-bas, mais ils ne viennent pas tous de Madagascar, ce qui donne un résultat étonnant de 22 ethnies. Alors, je suis à la fois asiatique, africaine, de la péninsule ibérique, scandinave. On dirait pas, hein?
Et si, je vous assure, j'ai du suédois et du norvégien. Donc, comme quoi, il y a tout dans le malgache. Il y a du Moyen-Orient aussi, et une petite découverte dernièrement, du sang amérindien. Vous voyez, comme il y a vraiment de tout. Donc, ce qui se passe, c'est que finalement, quand on se rend compte de là où on vient et de tout cet héritage-là qu'on porte en nous, dans nos familles de personnes racisées, ben, il est fort possible qu'on devienne militant, soit par la force des choses ou alors très naturellement, et par pure envie. En tout cas, moi, j'ai décidé d'être vraiment une fière féministe inclusive et antiraciste dans notre industrie, et de porter ce message-là, et de vous aider aussi, sans doute, à avoir des meilleures expériences avec vos utilisateurs qui sont concernés par les sujets de discrimination dont je vous parle aujourd'hui. Donc je pense jusqu'à mon dernier souffle, je me battrai pour un militantisme radical, mais empathique. Je ne suis pas une dictatrice non plus. Est-ce que vous connaissez cette femme qui se trouve à gauche de l'écran? Pas moi, évidemment, du coup. C'est juste à côté. Rokhaya Diallo, exactement. Alors c'est une féministe qui est franco-africaine et qui est une féministe dite inclusive ou intersectionnelle. Et pour moi, c'est mon rôle modèle. J'avais du mal un peu au début à comprendre ce qu'elle voulait dire. Et puis, en fait, j'ai lu son ouvrage qui s'appelle Racism, a User's Guide, donc par Rokhaya Diallo. Et je voudrais vous partager cette citation de son bouquin, qui est donc celle-ci. C'est lorsque des groupes sont racisés, cela induit une universalisation de la neutralité des autres. En fait, ainsi, des femmes et des hommes issus de la diversité sont déclarés de couleur. Du coup, en fait, le terme neutre, c'est quoi? C'est la couleur blanche. Donc nous, on n'est pas neutre. Nous, on n'est pas issus de la neutralité. On est à part. Et c'est ça le truc, c'est qu'on est accepté comme étant à part, comme étant des minorités, alors que finalement, on fait tous partie globalement, soit d'un même environnement ou alors d'une même industrie. Et ce que j'ai bien aimé en fait avec elle, c'est qu'elle témoignait du manque d'inclusion au travers des différentes couleurs de sparadrap. Et moi, au départ, quand elle parlait de ça, je me suis dit, mais c'est bizarre cette polémique là qui est en train de grossir en France sur la couleur des sparadraps, ça me paraît pas être tant une issue, puisque en fait, le but fonctionnel, il est là. L'idée, c'est de stopper le saignement et de préserver toute intrusion bactérienne. Et en fait, je me suis posée 2 secondes et je me suis dit, bordel, assume les biais que tu as vécu dans cette espèce d'expérience bizarre, on te traitait de chocolat, de café ou de caca, et par la suite, on t'a complètement européanisé et accepté comme figure africaine européenne, et en fait, il y a certainement un truc que tu piges pas dedans. Et ouais, j'ai compris, c'est qu'en fait, le manque d'inclusion, il est réel. Quand on a besoin de représentation sur un simple petit sparadrap, ça témoigne d'à quel point ce qu'on accepte en tant que neutre ne l'est absolument pas. Ça, je vous en parle parce que ça a été une grande source d'inspiration lors d'un concours qui avait été organisé en 2021, auquel j'ai participé avec cette équipe que vous pouvez voir donc juste ici. Et en gros, l'intitulé de ce concours, c'était de créer un bagage connecté pour Louis Vuitton. Comme vous pouvez le voir, toute l'équipe, elle est super multiculturelle. Il y a toutes les couleurs de peau, beaucoup de religions qui sont représentées, il y a des personnes qui sont africaines, qui sont créoles, qui sont européennes, qui sont juives, qui sont musulmanes, on a de tout. Et en fait, ça c'est le truc clé qui va faire qu'on va développer ce bagage connecté pour Louis Vuitton et qu'on va partir, vraiment, le parti pris c'est de présenter un produit qui nous ressemble et qui est donc à visée internationale. Avec toutes ces idées, on se dit finalement le neutre n'est pas si neutre, et on va proposer une expérience globale pour un marché qui va donc être totalement mondial. Et on développe 5 bagages. Le bagage européen, comme vous pouvez le voir, le bagage américain, l'africain, l'arabique, l'asiatique. Vous pouvez notifier qu'au centre, à chaque fois, on a un symbole fort de chaque continent. Mais en fait, dans les détails, on a fait en sorte de faire tout un travail de recherche pour inclure les minorités de chaque continent. Donc l'idée, c'est pas juste de parler des États-Unis, non, c'est de parler aussi des minorités ethniques qui se trouvent dans les Amériques, donc nord et sud, les minorités qu'on peut trouver chez les Inuits aussi, par exemple. Pareil, là, on a peut-être la Tour Eiffel, mais en fait, ce qu'on voit peut-être mal, c'est les azuleiros qui sont juste ici, et qui représentent aussi toute cette culture très multiculturelle qu'on peut retrouver en Espagne ou au Portugal avec un héritage musulman. Donc voilà, on travaille tout ça, on essaie de proposer une expérience totale avec ce bagage connecté et une application. En fait, on va en développer 2.
L'idée, c'est d'avoir vraiment une appli qui, du coup, permet de gérer le bagage connecté avec toute une gamification, une personnalisation, une utilisation des données qui est raisonnée. On donne aussi accès à des données et des services premium, parce qu'évidemment, on est quand même sur un bagage connecté du Vuitton, hein, on n'est pas sur un truc accessible. Alors là, on est inclusif, mais pas accessible pour tout le monde, on est d'accord. Et donc, proposer des visites qui sont guidés aussi pour cette clientèle-là. Et on pense également à aller encore plus loin. On propose des playlists qui sont sur mesure, par pays, par continent, pour favoriser l'immersion. Quand on arrive directement, en gros, le bagage connecté, hop, il vous propose la petite playlist que vous pouvez activer. Paris s'éveille, escale à Rio, destination Le Caire, cap sur Kyoto. On fait en sorte que l'évasion se fasse aussi en musique pour que la personne soit directement imprégnée par la culture du coup, du lieu de destination. On développe aussi une autre application qui, elle, pour le coup, est plus axée sur le côté communautaire. Donc là, c'est vraiment les clients entre eux qui vont s'échanger les tips, s'envoyer des données sur comment on fait pour avoir un voyage optimal. L'objectif, c'est d'avoir plus d'engagement de la part de la communauté, pour qu'il y ait une façon de communiquer de la part de nos clients et de nos utilisateurs qui soit totalement faite par eux et pour eux. On fait en sorte d'avoir de la rétention de nos utilisateurs, de les fidéliser, et donc de créer tout cet espace en fait, qui leur est propre, et ils peuvent partager des tips entre clients premium. Donc, quand on pense à un UX mondial, ou en tout cas d'internationalisation, c'est comme ça qu'on le fait. Pour nous, est-ce que vous pensez qu'on a remporté ce concours? Oui? Non? Oh, vous êtes méchants, j'entends non. Eh bien si, on a atterri à la première place, donc on a pu pitcher notre projet devant l'équipe de Louis Vuitton. Donc voilà, c'est le truc positif, c'est qu'en fait finalement ils avaient vraiment adoré le côté international et réflexion en profondeur à la fois digitale et numérique du produit. Donc moi ma stratégie en tant que chef de projet et de produit sur ce projet-là, c'était de penser à l'UX à différents niveaux. 1, l'expérience utilisateur pure, 2, les clients utilisateurs potentiels, et puis l'histoire qu'on veut raconter, parce que le storytelling c'est important. Il y a 3 focus qu'on doit avoir quand on parle d'UX, et du coup on doit se poser cette question-là, c'est quel genre d'objectif on a envie d'atteindre quand on développe un produit ou un service en équipe. Bon, premièrement, on a envie que le produit soit quand même fonctionnel, en tout cas utilisable aussi, qu'il soit esthétique, et que l'expérience, elle soit au top. Sauf que moi, j'ai envie d'ajouter quelques épices à tout ça, j'ai envie qu'on corse le truc, j'ai envie qu'on parfume le truc. Donc, je rajoute ces 3 autres points. Quand on parle d'expérience, on parle aussi de viabilité, business, pour l'entreprise. Quand on parle de fonctionnel et d'utilisable, on parle de faisabilité et de technologie, donc la partie code, etc. On parle de l'esthétique aussi, et comment créer cette envie, le désir chez le client ou l'utilisateur. Donc là, on est sur 6 points principaux de l'UX. Mais on va rajouter un petit peu plus d'épices, et clairement, on va rajouter du piment, parce que là, on a besoin que ce soit vraiment très très corsé. Et c'est la partie la plus difficile, c'est d'avoir cette partie-là qui est donc l'éthique et la partie responsable. Et en fait, tous ces éléments-là, ils sont interconnectés pour qu'on puisse avoir l'adoptabilité du produit ou du service par nos clients et nos utilisateurs grâce à l'UX. Ok, sauf qu'en fait, il se passe un truc, c'est que tous ces points peuvent contenir, malgré eux, des biais racistes. And I know that sucks. Donc, mes trouvailles, que j'ai obtenues du coup en tant que chef de projet, et j'y tiens, c'est des choses que vous pouvez vraiment garder en tête quand on parle du UX inclusive, c'est qu'en fait l'inclusivité ethnique dans l'UX, elle est nécessaire, elle n'est pas optionnelle. On doit tous sortir de la norme et de ce qu'est notre norme. L'ethnicité, elle doit être définie, on parle de qui, on parle de quelle croyance culturelle, on parle de quelle couleur de peau, de quelle culture limitante aussi, qui peuvent leur être totalement propres. On doit aussi se réapproprier l'histoire et les histoires humaines du monde entier. Il faut dire les termes, on ne doit pas avoir peur de dire les termes. On peut dire qu'une personne est noire, c'est pas grave. On peut dire qu'une personne est blanche, c'est pas grave. On peut dire qu'une personne est arabe, métisse, ce n'est pas grave. C'est une façon de caractériser les gens. Il n'y a pas d'insulte là-dedans, sauf si vous le dites sous forme d'insulte. Voilà, c'est carrément autre chose. Nous devons aussi être acteurs et actrices de l'inclusion dans les cas utilisateurs et dans les histoires qu'on veut raconter. On doit promouvoir divers personnages à travers les personas et du coup promouvoir aussi une diversité dans les codes visuels qu'on va pouvoir mettre en évidence dans notre UX. Et on doit éviter les comportements nuisibles. Alors les questions à vous poser absolument,
c'est est-ce que mon produit ou mon service, il est white-driven? Si vous constatez que tout est fait sur des normes blanches, donc vraiment zéro représentation ethnique autre que la norme blanche, eh ben, on doit passer sur un état d'esprit qui est diversity-driven. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique votre participation. Alors, vous allez devoir lever la main si vous cochez tous ces petits points de la norme. Est-ce que vous êtes un homme? Levez la main. Et n'hésitez pas à vous regarder dans la salle. C'est important que vous preniez conscience de qui lève la main et de qui ne lève pas la main, que vous ayez conscience d'une certaine forme de proportion. Est-ce que vous avez un fort pouvoir d'achat? C'est-à-dire que vous pouvez acheter des choses en fin de mois sans trop vous poser de questions, ça va. Je ne dis pas que vous avez un yacht nécessairement. Ok. Est-ce que vous avez la peau blanche? Regardez-vous. Oui, alors la paume des mains, c'est en effet une option. Est-ce que vous êtes... Alors, pas de coming out forcé ici, hein. On est bien d'accord? Donc vous levez la main si vous êtes OK, et si vous n'êtes pas OK, vous ne levez pas la main. Mais est-ce que vous êtes hétéro, du coup? Pareil, ouais, regardez encore dans la salle, une bonne proportion de la salle. Est-ce que vous êtes cisgenre, ce qui entend que vous n'êtes pas une personne trans ni intersexuée? OK. Est-ce que vous êtes neurotypique? C'est-à-dire que vous n'avez pas de neuroatypie, TDAH, bipolarité, épilepsie. OK. Est-ce que vous n'avez pas d'handicap ou de maladie chronique? Vous êtes en parfaite santé et tout va bien pour vous. OK. Sachez que si vous avez levé la main sur quasiment la totalité des points, vous faites partie du top tier de l'échelle économique et sociale. Qu'est-ce que ça entend? Ça entend qu'en fait, toutes les expériences, et là on en revient à Rokhaya Diallo qui parle de cette histoire de sparadrap, c'est qu'on en revient en fait que toutes les expériences ont été conçues pour vous. La neutralité, c'est vous. Le typique, c'est vous. Le standard, c'est vous. Et puis il y a nous là, on est tout petits. Les autres gens, on est atypiques. Super. On est les minorités. Sauf qu'en fait, la richesse, elle est ici, wesh, ok? Vraiment. Et clairement, il faut penser qu'en fait, on a besoin de plus d'UX. Ici, on a besoin de représentation dans les user experiences. Là, vraiment à ce point précis. Parce qu'on représente plus que ça, on représente plus que ce tout petit point qui est les autres gens. Donc voilà. Avec mon équipe, moi, je pensais toujours à ce truc-là, moi compris. C'était de me poser la question, est-ce qu'on est dans le jugement quand on est en train de développer ce produit? Est-ce qu'on n'est pas motivé par l'ego quand on est en train de se contrer les uns les autres là, dans le brainstorming? C'est vraiment une question qu'on doit toujours mesurer et se poser. Du coup, ça permet de switcher et de passer dans l'autre état d'esprit, qui est empathetic driven, donc vraiment conduit par l'empathie. C'est à ce moment-là qu'on arrive à faire des choses formidables pour les autres, parce qu'on se met à la place des autres. Et vous savez quoi? C'est parce qu'on partage aussi ensemble une histoire humaine qui est vraiment influente. Donc, ce que je vous propose, dès maintenant, c'est de passer d'un état d'esprit, d'un produit-service complètement white-driven, à un état d'esprit produit-service diversity-driven. So welcome on board, on va décoller, et on va faire un petit voyage à travers l'humanité. Est-ce que vous connaissez ces gens? Ouais, j'entends oui, j'entends All Black, donc c'est bien, on est d'accord, ce sont les All Black. Très bien. Qu'est-ce qu'ils font? J'entends AK, meilleure équipe. Et ouais. Donc voilà, donc vous pouvez constater qu'ils sont tatoués, qu'ils sont en train de partager un moment très fort pour contrer l'ennemi qui est en phase 2, ils sont en train de prendre de la force, etc. Point commun, ce sont tous des hommes. Sauf qu'en fait, le AK, traditionnellement, c'est pas que pour les hommes. C'est complètement mixte. Et les femmes le pratiquent. Si vous regardez aussi, les hommes sont plutôt dans le fond. Alors après, ça dépend, il y a quand même différents mouvements. Mais surtout, les tatouages, là, ils étaient où? Sur les bras, hein, sur les jambes. Et en fait, vous pouvez le voir, c'est sur le visage qu'elles ont et qu'ils ont des tatouages. Vous êtes en train de vous dire, mais de quoi elle parle? Vous inquiétez pas, on voyage, laissez-vous porter. Ce tatouage, il a un nom, ça s'appelle le tamoko. Et en fait, c'est le tatouage qui est donc permanent et traditionnel qu'on retrouve chez les Maoris de Nouvelle-Zélande et des îles Cook. En fait, c'est des incisions qui sont profondes, qui sont taillées dans la peau, et c'est différents motifs en spirale, et chaque motif, suivant l'endroit où c'est fait, ça a une signification pour eux.
Et en gros, ce qui se passe, c'est que ce tatouage, il a disparu quand il y a eu colonisation. Et puis au moment des années 70 et 80, les Maoris se sont repris et ont repris le dessus avec leur culture. Ok. Surtout que pour eux, c'est très important, en fait, vu que c'est bien significatif. Pourquoi je vous parle de ça? Haha, exemple de Why-Driven Product Mindset Produce. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, ces pauvres gens, maintenant qui sont complètement repris dans leur tradition, en fait, le Face ID de l'iPhone ne reconnaît pas leur visage comme humain. Donc, c'est pire qu'un échec de reconnaissance faciale, hein, c'est quand même un outil qui est censé rendre notre vie beaucoup plus facile. Hop, je mets ma tête, tac, je peux payer, tout va plus vite. Et bien pour eux, c'est juste un enfer, parce qu'ils ne sont pas reconnus comme humains. Donc, quand on parle de fonctionnalité, de faisabilité dans la tech, dans le code, dans la façon de construire l'expérience utilisateur, c'est précisément de ça dont on parle. Et du coup, je vous donne d'autres exemples qui sont... Voilà, d'autres produits ethniques qui peuvent être tout à fait intéressants pour vous. Alors, les tribus berbères qui sont aussi touchées par ça, puisqu'ils sont tatoués au visage. On a ces tribus-là qui s'appellent Dong et Dai, qui sont des minorités chinoises, et les tribus Wodabé, qu'on retrouve, qui est donc aussi appelée Peul, dans l'Afrique de l'Ouest. Et en fait, c'est un truc dont on ne pense pas, auquel on ne pense pas, quand on pense à White-Driven Examples of Products, donc des produits qui sont pensé pour les blancs, pour le neutre, c'est qu'en fait, les minorités ethniques du monde peuvent aussi utiliser la technologie. On a des cas maintenant où on a des populations inuites de l'Amérique du Nord qui se retatouent aussi le visage et qui ne peuvent plus utiliser le Face ID. Alors, petit voyage en Afrique. Là, je vais parler de commerce triangulaire. Je vais parler d'un beau jour où tout se passait bien et puis d'un seul coup, et ben, en fait, on a plein d'invasions européennes qui atterrissent sur ce continent. Et finalement, on passe d'un État humain avec ses propres traditions, et puis aussi ses propres frontières, hein, on va se le dire, qui finalement va se retrouver réduit au point d'esclaves et d'animaux. Donc c'est vraiment pas ouf, on en revient encore à cette histoire de chocolat, café, caca. Donc là, ça c'est quoi? En fait, c'est une muselière, hein, comme ça, les Africains entre eux ne peuvent pas communiquer. Du coup, ça va aussi forcer au moment de... le petit mouvement vers les Caraïbes, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer le créole pour pouvoir s'en sortir. Ça, c'est pas un collier, hein, c'est du coup c'est un collier, mais qui est utilisé pour créer de la pression, en fait, comme ça strangule bien l'esclave. Si vous dites « Oh, c'est un super joli motif », ben non, toujours pas, c'est une coupe de bateau de traite négrière. Donc on voit comment les personnes étaient entassées dedans. Voilà, c'est un homme qui est en train de regarder le chien qui va certainement le poursuivre par la suite s'il tente de s'évader. Puis comme vous pouvez constater, hein, ils ont le même statut d'animal à animal. Bref, beaucoup de moments extrêmement horribles de l'histoire. Donc je pense que nous pouvons probablement changer le master slave pour main secondary, leader follower, parent child. Quand on a des personnes qui sont afrodescendantes, qui vous disent que ça les met mal à l'aise, cette appellation master slave, on peut au moins avoir la décence d'écouter leurs histoires, parce qu'en fait, peut-être que pour vous c'est loin, mais pour d'autres personnes, ça peut être plus proche, ça peut être plus violent. Donc quand il y a cette façon de remonter le problème, avant de juger la personne, on peut se poser la question de comment on peut adopter toutes les autres terminologies que vous trouvez ici, en étant conscient que la langue, en fait, elle est omniprésente par défaut dans notre code et dans notre façon de signifier les choses. Autre exemple, pareil, encore un échec de la reconnaissance faciale, où les personnes noires ont été reconnues comme des gorilles par Google. C'est lourd, hein, je vous avais prévenu. C'est vraiment pas marrant. Donc là, c'est pareil, hein, ça fait encore appel à une partie sombre de l'histoire. On était quand même très bien comparés à des animaux, et encore je n'ai pas la peau noire, donc voilà, je bénéficie aussi de certains privilèges. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a vraiment cette façon de toujours diminuer les noirs constamment à quelque chose. Donc ça, moi ce que je veux vous dire ici, c'est qu'en fait les triggers, ils sont vraiment réels, et que les traumatismes, ils sont toujours là pour certaines personnes. Donc en fait, on n'est personne pour juger quelqu'un qui réagit de manière peut-être disproportionnée pour vous, mais pour qui tous ces cas de figure résonnent. Pareil, quand on a des filtres de beauté qui sont censés juste embellir, et qu'en fait on vous blanchit la tête, c'est encore une fois un très gros échec de ce que la tech peut produire pour les minorités ethniques.
D'ailleurs, c'est la même chose hein, avec les populations asiatiques. Juste pour un petit rappel, c'est qu'en fait, on n'appelle pas tous les Asiatiques des Chinois. Il y a plein d'autres ethnies en Asie, beaucoup. On n'appelle pas les Asiatiques jaunes ou bananes, hein, blanc à l'intérieur, jaune à l'extérieur, pour dire qu'ils sont assimilés. Ça, j'ai déjà entendu, c'est non. Idem, hein, ching, chang, chong, non, fonctionne pas, c'est toujours aussi raciste. Appeler les hindous, enfin les Indiens hindous, ça fonctionne pas non plus, parce qu'en fait, être hindou, c'est une religion, et pas du tout une origine ni une ethnie. Pareil, appeler une personne d'apparence indienne Paki, Kuri, Bengali, hein, avec cet accent-là, ça ne fonctionne toujours pas, c'est toujours autant raciste. Confondre les personnes sikhs, donc qui portent le turban, avec des musulmans, encore une fois, c'est une erreur. Deux origines et deux cultures complètement différentes. L'arabe est une origine commune, pas une religion. Oui, parce qu'en fait, il y a des Arabes qui sont catholiques, voilà, juste au cas où. Les Turcs aussi sont originaires d'Asie mineure, parfois on l'oublie, et du coup, ils font partie d'une zone du monde qui s'appelle l'Anatolie. Et les Caucasiens hein, font partie de l'Asie occidentale. Donc c'est les Arméniens, les Azéris, les Géorgiens, les Iraniens et d'autres peuples du Caucase. Et donc quand on dit qu'il a un type caucasien pour dire blanc européen, c'est encore une erreur puisqu'on est en train de gommer culturellement qui sont les peuples du Caucase. Ça va, c'est pas trop lourd? C'est lourd un peu. Passons à quelque chose de plus positif, on va penser diversité, ça y est, je vais vous présenter des exemples qui sont beaucoup plus légers, des choses que vous pouvez appliquer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous en ai parlé, on va essayer de promouvoir la diversité à travers des emojis, des avatars, des images, et alors, au minimum, vous pouvez utiliser ça, ce qui est neutre, mais surtout, éviter de constamment utiliser ces rangs-là. Parfois, je le vois avec des clients, ils utilisent que des emojis non neutres, mais blancs. Et il y a des personnes, du coup, qui sont de différentes couleurs dans leurs équipes et qui ne se sentent pas représentées. Donc, c'est un échec, concrètement. Et pareil pour les clients qui sont potentiellement d'ailleurs. Donc, quand on parle d'esthétique et de désir du produit pour le client ou l'utilisateur, c'est aussi tout ça. C'est toute cette diversité-là. N'hésitez pas, d'ailleurs, à aller sur ces couleurs-là. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Bah oui, mais ça, c'est noir. » Non. Non, on peut foncer. C'est pas une insulte. C'est un état de fait. C'est OK. Donc voilà, n'ayez pas peur d'utiliser vraiment la diversité dans son ensemble, que ce soit par l'âge aussi, hein, des personnes âgées de différentes couleurs, avec différentes croyances culturelles, d'autres capacités aussi, ou alors d'incapacités. C'est tout à fait agréable de se sentir représenté de cette manière-là. Juste petit disclaimer, en fait les mêmes couleurs dans différentes cultures ne veulent pas dire la même chose. J'ai pris quelques exemples, hein, la pureté et la mort en blanc, la violence, la passion et la chance dans les pays d'Asie pour le rouge, donc carrément autre chose. La malchance en France, hein, avec son histoire théâtrale pour le vert, qui aussi de manière complètement contradictoire, le vert signifie que c'est l'espoir. Voilà, la croissance. Et pour la couleur violette, sachez que ça signifie la mort au Brésil. On n'y pense pas, mais du coup, si un jour vous êtes amené à travailler sur un produit brésilien, évitez d'utiliser cette couleur-là. Donc voilà. On va parler exemple textuel, donc une manière de promouvoir la diversité avec du contenu UX. Ça, c'est pas mal aussi. Il faut penser aux caractères spéciaux, parce que parfois, les noms, ils peuvent être très très longs. Les noms malgaches, s'il y a des gens qui connaissent, nous, on aime bien mettre toutes les lettres de l'alphabet dedans. Vraiment, comme ça, c'est très long. Et en fait, en vrai, ce qui se passe, c'est qu'on colle des syllabes comme en allemand, et ça fait une autre signification. Voilà. C'est pareil pour les noms espagnols ou portugais qui vont parfois se retrouver avec des très grosses corporations de noms de leurs différentes lignées. Ou alors les noms très courts comme Cédric O, juste une lettre. Parfois avec juste deux lettres, donc c'est assez courant dans les communautés asiatiques, il faut y penser. Parfois il n'y a pas de prénom du tout. Il y a juste le nom de famille. C'est le cas au Cameroun notamment, en Indonésie et en Birmanie. Les caractères spéciaux aussi, alors bon, évidemment le français vous le savez, hein, mais il y a aussi les caractères scandinaves, les caractères allemands comme le SZ ou alors des caractères turcs également. Donc voilà, pensez à tous ces petits points-là parce qu'en fait ça a des impacts sur l'administration. Par exemple, quand on a besoin d'avoir une délivrance de passeport, de carte d'identité, la citoyenneté, quand le formulaire est en train de dire « non, c'est pas vrai, ton nom il n'existe pas », et ben du coup on est bloqué. Moi je sais, c'est arrivé plusieurs fois dans ma famille et c'est insupportable parce qu'après vous devez aller à la préfecture pour justifier du fait que vous êtes bien un humain normal. Et vous faites la queue et vous attendez, c'est long. Donc voilà, pensez à ça et pensez aussi que parfois il y a des adresses qui ne sont pas usuelles. Donc des fois c'est pas une rue, c'est un lieu-dit, c'est pas une route.
C'est pas un boulevard, tout simplement parce que parfois on a des raisons sociales et des situations sociales qui nous amènent à ça. Ça, c'est un super projet que Thomas Pirin a proposé. C'est un générateur de noms différents, en fait, et suivant les continents. Donc en gros, il a vraiment créé des espèces de pré-personas. Donc ça, vous pouvez l'insérer dans votre code, par exemple. Et c'est un super beau projet dans le sens où il y a plus de diversité. D'ailleurs, le nom du projet m'a fait rire. Karen is a minority here. Je l'ai trouvé très très drôle. Donc si vous voulez scanner pour regarder son GitHub, voilà, vous pouvez tout à fait le faire. Du coup, je vois qu'il y en a qui scannent. Ok, très bien. D'autres exemples textuels. Tout le monde ne lit pas de gauche à droite. Et ça a un impact dans votre code et dans votre interface. Et souvent, on n'y pense pas. Genre vraiment, moi je sais que c'est pas un truc auquel je pensais, mais quand on était sur le produit de Louis Vuitton et qu'on proposait l'application, je me suis dit, ah, international jusqu'où? Donc voilà, on n'a fait que les maquettes, mais en vrai, c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Donc, ce qu'on doit aussi se dire, c'est que du coup, l'arabe et l'hébreu se lisent de la droite vers la gauche, le japonais se lit de haut vers le bas, et on remonte comme ça vers la gauche. Pour le chinois, alors traditionnellement, c'est le même sens. Aujourd'hui, on tend quand même à une modernisation de la langue pour avoir le même sens de lecture que nous. Pareil pour le coréen. Si vous voulez aller plus loin, pour apprendre ce qui est le I18N, ce qui est donc en fait le short name pour internationalisation du code et de vos produits, je vous conseille vivement de scanner ce petit QR code qui va vous donner accès à la conférence de Pierre-Yves Lapersonne qui vous explique ça en 45 minutes. C'est fascinant, c'est rapide, et vous voyez comment vous allez pouvoir tout implémenter sur divers cas d'usage dont je parle aujourd'hui. Si vous avez besoin de faisabilité technique, c'est votre moment, je vous vois scanner tranquillement. Voilà. Autre exemple aussi, et ça c'est un truc auquel on ne pense pas systématiquement, mais en fait il faut penser à développer sur plusieurs appareils. Tout simplement parce que tout le monde n'a pas accès à un ordinateur traditionnel ou à un ordinateur portable. Nous, on a ce biais dans la tech à penser que tout le monde a le même truc, le même rapport avec les objets tech, et en fait, pas du tout. Je vais vous parler de cette étude américaine qui explique, parce que je me suis posé réellement la question, je me suis dit, mais si ça se trouve, en fait, l'origine ethnique a un impact sur l'utilisation des différents outils, des différents appareils. En fait, oui. Il se trouve qu'on a une étude américaine qui donc nous explique qu'en fait, les personnes noires et les personnes hispaniques sont moins susceptibles que les personnes blanches de posséder un ordinateur traditionnel à la maison et d'ailleurs d'avoir l'Internet à haut débit. Et ça a un impact parce que, mine de rien, en gros, 63% des adultes noirs contre 49% des adultes blancs affirment que ne pas disposer d'une connexion leur joue des tours, notamment pour se connecter, pour prendre des rendez-vous avec les médecins et autres professionnels de la santé. Gardez ça en tête. On est quand même dans un monde qui devient de plus en plus libéral. Donc, il est possible qu'on puisse avoir les mêmes effets que nous, on connaît par le biais de l'électronisme, et qu'on a aussi connu par le Covid, où on s'est quand même retrouvé avec des foyers qui ne pouvaient pas se connecter en simultané, puisqu'en fait, ils partageaient tous à 5 ou à 6 un seul appareil. Et pensez à ce truc de la santé dont je vais vous parler juste après. Donc, mon conseil, évidemment, ce sera de créer votre propre design system qui est inclusif. Vous choisissez votre vocabulaire, vous choisissez vos images, vos emojis, vos photos. Vous devez être complètement owner du truc et trancher avec vos équipes pour savoir de quoi on parle, comment on en parle, de qui on parle. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Je vous avoue que ça m'a enlevé beaucoup d'épines du pied, en essayant de bien faire. Mes autres conseils aussi, c'est de créer votre propre set de user research. Donc, quand vous voulez, par exemple, créer des interviews pour récupérer de la donnée de vos potentiels utilisateurs, faire aussi votre propre set de tests, de user journey, de persona. Parce qu'en fait, les risques, les méfaits et les résultats négatifs dans la user research, ils sont réels. Et j'ai envie que vous compreniez qu'il y a vraiment une vulnérabilité à parler de cette différence quand on est une minorité. Et en fait, le consentement, c'est pas du tout une blague, parce que les informations privées de ce type, elles sont privées. Donc les bons formulaires de consentement, ils sont compréhensibles. Ils doivent être clairs, opt-in, opt-out. Ils doivent être culturellement appropriés, donc ça vous pouvez faire appel par exemple à des consultants comme moi qui sont spécialisés en diversité et inclusion. Ça doit aussi être accessible.
et ça doit être modifiable et retirable à tous les moments. Ça, c'est un exemple de test en fait, qui a été fait, de tableau qui en gros représente les différents points de vulnérabilité lors des interviews. Ça vient de la conférence d'Alba Villamil, qui est The Ethical Researchers Checklist, qui est vraiment une super ressource. Elle donne cet exemple-là donc d'une interview qu'elle a menée avec des jeunes personnes LGBT, QIA+, et donc elle estime à chaque point de recherche en gros où se situe le point de vulnérabilité. Donc on part de low, medium, high, suivant que le risque d'exposition ou d'information qui va être donné lors de cette interview est haut ou pas, pour le rang psychologique, ou alors social, ou alors physique, ou alors légal, ou alors économique. Là, je vous ai mis un autre exemple, du coup, pour, imaginons, un cas où vous avez besoin de récupérer de la donnée de la part de personnes qui ne sont pas blanches, LGBTQIA+, et de leurs usages de la tech. Donc voilà, ça vous donne une idée. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Parce que comme moi et mon équipe, en fait, vous devez vous challenger sur la façon dont vous pouvez repenser vos privilèges et votre responsabilité et l'impact institutionnel sur tout ça. Alors là, je vous ai fait une roue. Clairement, on n'aura pas le temps de l'aborder, parce qu'on va manquer de temps. Mais en tout cas, ce qui est important de comprendre, c'est que comme on a fait le petit exercice à la base pour savoir si on faisait partie de la norme ou pas, quand vous êtes dans ce rang-là, vous êtes privilégié, c'est pas un gros mot, ça veut juste dire que vous avez du pouvoir dans la société, plus que les minorités en tout cas, et que les minorités sont là, dans le cercle rouge. Ici, c'est le critère, en gros, qui va regarder chaque rangée. Et là, c'est le rang de la discrimination. On va se focaliser sur le racisme, l'ethnocentrisme, la xénophobie, le colonialisme, l'impérialisme et du coup ce que j'appelle l'effacement culturel, parce qu'en fait tous les points de vulnérabilité dont je vous ai parlé avant ont des impacts ici. Okay, donc chaque minorité peut être confrontée à tous ces points-là. Et dans un grand système, donc que ce soit économique, politique, légal, le système de santé, le système d'éducation, et du coup le système administratif aussi, avec la délivrance de citoyenneté ou pas, l'accès à la propriété ou à la location. Oui, parce que quand on a un nom qui ne fait pas français, vous doutez bien que parfois c'est un peu plus compliqué. Moi j'ai eu de la chance, je m'appelle Charolois, et plusieurs fois on me l'a dit, on m'a fait « Ah, Charolois, vous venez d'où ?» Oui, je sais, j'ai pas la tête de mon nom de famille, mais bon, c'est quand même pas sympa, donc je n'ose même pas imaginer ce que c'est quand on a un nom avec une consonance plus prononcée que la mienne. Les systèmes sociaux, le système géographique et le système familial. Voilà. Donc les impacts, ils sont là. Donc vous voyez, la roue, finalement, en fait, elle s'imbrique aussi dans tout ce système-là. Donc là, ça devient extrêmement anxiogène. Bonjour, bienvenue dans la vie des minorités ethniques. C'est pas fou. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi vous devriez devenir un allié antiraciste? Pour aider d'autres témoignages, d'autres expériences d'utilisateurs et d'utilisatrices dans la tech. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vous parlais des différents systèmes, ces pouvoirs institutionnels qui ont des impacts sur la vie des minorités. Et bien voilà, je vais faire tout un petit listing. Vous verrez, c'est vraiment pas joyeux, donc je suis navrée d'avance, mais au moins vous aurez connaissance de ce qui se passe. Premier point, premier exemple, reconnaissance faciale raciste. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui a été relevé par Amnesty International. On a un cas analogue maintenant avec ce même système de surveillance pour les Jeux Olympiques en France. Amnesty International a aussi du coup donné l'alerte par rapport à ça, c'est qu'en fait on a des systèmes de surveillance qui sont racistes par l'algorithmie, et ça a été prouvé notamment à New York où en fait les quartiers du Bronx, de Brooklyn et du Queens se sont retrouvés à renforcer des préjugés racistes en scannant perpétuellement les mêmes visages. Donc Amnesty International a fait un travail de code incroyable, vous pouvez scanner pour accéder à ça. C'est le système de surveillance, donc les CCTV, les caméras de vidéosurveillance en temps réel. Donc quand vous êtes une minorité ethnique et que vous n'avez strictement rien fait et que vous voulez comprendre comment fonctionne ce système de surveillance et d'algorithmie, vous avez accès à ça, qui est donc une ressource énormissime parce que tout est fait en temps réel. Si vous aimez Star Wars, bienvenue dans Tech Wars. Ça a lieu à Kivu, au Congo. Voilà, donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour nous, la tech, c'est trop bien, c'est une super industrie, mais pour eux, c'est un cauchemar parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour la plupart des appareils tech qu'on utilise, on a besoin de cobalt, on a besoin de coltan.
Et en gros, sur place, ce sont des enfants qui sont exploités, qui sont envoyés dans les mines pour récupérer ces minerais, et tout simplement à cause de leur taille, parce qu'ils sont petits, et puis qui coûtent rien. Donc ce qui est assez violent, hein, c'est que finalement, tout leur système familial est hautement contrôlé par des milices armées, et que du coup on a affaire à une explosion d'agressions sur place, de culture du viol de leur maman notamment, à ces enfants-là, et à une exploitation des enfants qui est renforcée. Ça fait depuis des années que le Congo se plaint de cette situation, et bizarrement, il y a très très peu de réactions actuellement de la part de la tech. Donc il y a beaucoup de tech africains qui en ont un peu marre de tout ça et qui aimeraient amener au moins une régulation, en tout cas un renforcement du code du travail sur place. Accès au travail défaillant pour les personnes non blanches. Peut-être qu'il y a des gens qui sont sur Twitter ou pas? Vous pouvez lever la main si vous êtes des tweetos. Ok. Est-ce que vous avez vu passer ce tweet d'une femme qui a du coup candidaté pour un poste et qui s'est vue avoir cette jolie réponse automatique qui lui a dit « Bonjour arabe, on est content que tu aies postulé chez nous, natif. » Voilà. Donc, forcément, hein, ça a fait un gros clash parce qu'on se doute bien que les ATS, ils sont quand même un petit peu développés par nous, les développeurs, et que l'utilisation du recrutement logiciel, ça ne devrait pas être autant raciste. Et donc, il y a eu une petite réaction quand même de la personne qui était en charge de ce recrutement et qui dit, dans le cas présent, nous n'expliquons pas pourquoi le logiciel a nommé comme prénom arabe et comme nom de famille natif la candidate. Bah oui, je ne sais pas ce qui se passe en soum-soum, comme on dit, mais en tout cas, il se passe des choses qui sont clairement pas nettes, parce qu'en plus de ça, il y a une étude qui a été menée par Harvard, et c'est quand même plus de 90% des entreprises qui utilisent des ATS. Donc si on a des biais racistes comme ça qui renforcent toute cette exclusion et cet accès au poste sur des biais raciaux, c'est un peu violent. Autre point, petite nouveauté, la magnificence de l'IA. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on fait partie du coup d'un nouveau problème, qui est donc de chercher la diversité dans la fake diversity. Vous connaissez cette jeune femme-là ou pas? Ça vous parle? Ok. En gros, cette jeune femme, ce qui se passe, c'est que c'est pas un vrai modèle. C'est pas un vrai top modèle. Et c'est Levi's qui a décidé de créer que des faux modèles de couleur, parce qu'ils avaient la flemme un peu. Voilà. La flemme de chercher des vrais mannequins qui existent quand même. Donc voilà. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec cette horreur-là où finalement, la tech va fournir aux entreprises de la fake diversity et donc produire une économie qui sera au bénéfice de la tech, mais certainement pas au bénéfice des personnes non blanches qui sont déjà en train de galérer. Il y a aussi les inégalités de santé. Le syndrome méditerranéen, ça vous parle ou pas? Il y a des personnes à qui ça parle, ok. Donc, quand on est une personne issue de minorité, donc on vient d'Afrique du Nord, qu'on est noir ou qu'on est une toute autre couleur de peau, d'ailleurs, peut-être aussi en Océanie, ça fonctionne, c'est qu'en fait, il y a un stéréotype qui estime qu'on supporte mieux la douleur, ce qui fait qu'en fait, les diagnostics sont beaucoup plus retardés. Et ça, malheureusement, ce biais-là, il est implanté dans l'algorithmie des personnes qui sont non blanches, dans le secteur de la santé. Pour vous donner une idée, en fait, les algorithmes qui, du coup, checkent, par exemple, les peaux qui sont sensibles au mélanome vont avoir une meilleure reconnaissance des mélanomes sur les peaux blanches et pas sur les peaux noires. Ça fait quand même un délai de 5 ans sur le diagnostic, donc en fait, une mortalité. Vous êtes amputé de 5 ans quand vous êtes une personne noire et que vous êtes soumise à l'IA qui va contrôler votre peau et estimer si vous avez une peau qui est en capacité de développer un cancer ou alors de détecter votre cancer. Je vous ai dit, c'est pas joyeux, hein. Mais en tout cas, c'est ce qui se passe actuellement. Donc voilà, on se dit certainement, ouais, mais c'est parce que comment on fait pour résoudre ce truc-là? Peut-être qu'on doit avoir plus de diversité dans les étudiants. Si on a plus d'étudiants de couleur, on réglera le problème. Sauf que non, parce que l'accès encore aux études pour les étudiants de couleur, ne serait-ce qu'aux États-Unis, il y a encore ce truc-là, c'est qu'en fait, on a des panels d'étudiants qui ont démontré qu'en fait, il y a une prévalence de candidatures blanches qui va être favorisée, même avec des résultats plus médiocres de la part des populations blanches, et qui du coup vont surpasser l'accès aux STEM, donc les études d'ingénierie. Et donc ces profils-là vont surpasser les profils noirs qui sont du coup plus stéréotypés, sportifs, boursiers, voilà. Donc c'est vraiment pas fun. Un moyen aussi de détourner ce truc-là, c'est quand même de se réapproprier le fait que la tech, c'est pas juste une histoire de
homme blanc, on connaît la chanson. Et en fait, on peut aussi se renseigner sur tout un listing qui est tout à fait accessible. Donc encore une fois, vous pouvez télécharger l'étude qui vous détaillera ce qui a été mené pour l'accès aux études d'ingénierie par rapport aux biais racistes. Là, vous allez avoir accès à tout un listing de personnes non blanches qui ont participé activement à l'histoire de la tech, l'histoire d'IBM, l'histoire des GAFAM, et dont on n'entend jamais parler. On préférera parler de Jeff Bezos, Elon, voilà. Donc si vous pensez que l'inclusion n'a aucun effet dans l'UX, en fait c'est pas vrai, parce que, encore une fois, petite étude de Fairception, je vous conseille de regarder ce qu'ils font eux, parce qu'en fait, si vous avez besoin de cas d'usage, ils ont énormément de livres blancs par pays. Donc si un jour vous devez travailler sur, je sais pas, une implémentation produit au Brésil, c'est tout à fait possible. Ils ont toutes les données. Vous avez accès à ça, à la Chine, au Japon, en France, aux États-Unis, vraiment pays par pays. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc l'inclusion, ça a un effet dans l'UX pour la viabilité business, parce que au moins, si on fait pas ça pour les gens, on peut le faire pour la thune. Donc plus 25% d'amélioration de la satisfaction des utilisateurs. On est dans un monde cruel, désolé. Plus 40% d'augmentation des recommandations positives de la part des clients et des utilisateurs, plus 30% d'impact positif sur les ventes, il y a du CA, plus 9% de probabilité d'achat répété, et plus 83% de l'activité du divertissement. Quand ils disent ça, activité de divertissement, c'est communauté sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc c'est quand même très sympa quand on est reconnu en tant que minorité et qu'on a une expérience utilisateur qui nous donne envie de parler du produit spontanément et d'animer une communauté et de faire des petites stories en disant « Ouais, c'est trop cool, regardez, j'ai fait ça avec ça, tel produit ». 4 règles pour améliorer votre antiraciste, votre adoptabilité antiraciste dans l'UX. Écoutez, c'est déjà devenir un défenseur de l'antiracisme dans la technologie. Ça, c'est bien. Vous pouvez aussi étudier comment la technologie peut discriminer. Vous pouvez comparer et justifier différentes technologies antiracistes et faire du coup appel par exemple à des consultants comme moi qui vont faire des audits et qui vont vous expliquer comment votre produit fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas avec certaines typologies ethniques. Aussi, vous pouvez apprendre à mettre en œuvre des approches qui sont antiracistes dans votre travail. C'est ma conclusion. Pour améliorer notre UX antiraciste, il faut devenir antiraciste. Ça paraît fou, mais en fait, ce schéma que j'ai créé, il va vous mettre en évidence comment vous pouvez quitter la zone de la peur pour aller vers la zone de la croissance. Donc, par exemple, si vous êtes dans la zone de la peur, vous allez vous dire que je nie le racisme comme un problème, j'évite les questions difficiles, je m'efforce d'être à l'aise même si je ne suis pas à l'aise, donc c'est pas naturel pour moi, et je parle que aux personnes qui me ressemblent et qui pensent comme moi. Est-ce qu'il y a des gens, ici dans cette salle, qui sont dans cette zone de la peur ? Non. Okay. Je reconnais que le racisme est un problème présent et actuel. Je cherche des questions qui me mettent mal à l'aise. Je comprends mes propres privilèges dans l'ignorance du racisme. Je me renseigne sur l'ethnicité et le racisme structurel. Je suis vulnérable à propos de mes propres préjugés et de mes lacunes dans les croyances. J'écoute les autres qui pensent et regardent différemment de moi. Ça, c'est la zone d'apprentissage. Vous pensez que vous vous situez là ? Ok. Et la zone de croissance, là vous êtes le top tier du wokisme, je vous préviens. Alors, j'identifie comme je peux bénéficier du racisme sans le savoir. Je promeus et je défends des politiques et des dirigeants antiracistes, donc Zemmour, Marine, c'est pas là. Je m'assieds avec mon malaise et j'écoute les personnes qui sont visées par le racisme. Je remets en question le statu quo et ses règles néfastes pour les autres. Je parle. Je prends ma voix quand je vois du racisme qui est en action. Je n'accuse pas les minorités de se défendre avec les moyens dont elles disposent. Je ne laisse pas les erreurs me dissuader d'être meilleure. Parce que c'est décourageant, parfois on se dit « Ah, j'ai voulu faire un truc, et en fait ça n'a pas convenu, et on retourne dans la zone de peur. » J'ai cédé des positions de pouvoir à ceux qui seraient qui seraient autres et marginalisés. Je m'entoure d'autres personnes qui pensent et ont une apparence différente de moi. Est-ce que vous êtes dans la zone de croissance ? Il n'y en a pas beaucoup, mais vous êtes des wokistes. Je rigole. Donc voilà, posez-vous la question de où vous êtes. Est-ce que vous êtes sûr aussi de votre posture antiraciste ? Parce que vous voyez, même moi, qui ai donc grandi en tant que petite fille de la diversité, j'ai été soumise à tellement de biais que j'arrivais pas à piger en quoi le sparadrap blanc était clairement pas neutre.
Voilà, je voudrais remercier mon grand-père, en fait, qui a un héritage juif et africain. Je sais, c'est compliqué. Ma grand-mère, qui a un héritage musulman, indien et indonésien. Et en fait, mon grand-père, je l'ai perdu l'été dernier, et c'était un militant antiraciste. Et donc, ça a été une très grosse source d'inspiration pour cette conférence, donc merci. Voilà, si vous voulez rester en contact avec moi, vous pouvez me contacter sur les diverses sources ici, que ce soit sur Twitter, LinkedIn. Si vous voulez avoir à mes autres conférences de Woke, eh ben, vous pouvez scanner le petit QR code qui est là. Et je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement pour votre participation. Alors, je ne sais pas si on a du temps pour les questions. Pas du tout, je crois pas. Time's up. Mais alors peut-être une question, si on a une. Je sais pas, on a le temps ou pas pour une question? Elle est à 40. Ouais, ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui, il y en a. Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez déjà eu des retours très négatifs suite à ce genre de conférence? Parce Oui. que c'est un peu touchy du coup. Oui. Je me fais harceler quotidiennement, j'ai reçu des menaces de mort. Ok. Voilà. Ah, je vous ai prévenu, c'est pas joyeux. Super. Non, mais oui, en tout cas, si je peux répondre en profondeur sur la question, c'est que oui, tenir ce genre de discussion, parce que c'est une discussion, en fait, malheureusement, on n'a pas tous le même degré de sensibilité sur ces sujets. Donc, je peux entendre que malgré moi, je puisse avoir une posture plus dictatoriale, en fait. Donc, il y a des gens qui pensent vraiment que je leur en vole personnellement, pas du tout. Ce qui amène en fait une espèce d'escalade de la violence, mais oui, j'ai reçu des menaces de mort plusieurs fois pour faire des keynotes, voilà. Donc j'ai été surveillée de très près. Voilà. Pas joyeux. Il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions, alors je... Ah. Est-ce que... Ouais. Du coup, est-ce que vous avez déjà eu des cas où certaines entreprises en fait étaient vraiment trop dans le multi... Oui, dans le côté woke. Ouais, c'est ça. Dans le côté woke de la force. Mais genre, en excès. Non, Pour en aider. excès, non, pas en France. Je pense qu'aux États-Unis, c'est plus probable, parce qu'il y a quand même une grosse politique qui est menée là-bas, qui réussit ou qui ne réussit pas. Si on peut avoir un cas d'usage qui est assez intéressant, et c'est là où mon propos va être certainement perturbant pour des personnes qui me suivent et connaissent mon travail. En fait, j'ai envie de dire, allez-y à votre rythme. Et c'est ce que je dis aussi dans la conférence, c'est que mine de rien, en fait, on doit choisir son propre set. C'est-à-dire qu'on a le choix, on est vraiment honneur de tout ça. Le cas d'usage dont je parle, ça a été justement un mouvement qui a été beaucoup trop rapide sur le langage et les nominations comme le Master Slave. En dehors du Master Slave, en fait, il y a eu une volonté d'aller dans ce rang-là à Stanford. Et en fait, ça a été une catastrophe parce qu'il y a eu un changement de vocabulaire qui a été trop rapide. Et en fait, malheureusement, quand on va trop vite à vouloir imposer autant de choses, parce que pour le coup, c'est vraiment tout un vocabulaire qui a été complètement changé, tout un lexique qui a été modifié, les gens n'ont pas pu suivre. Alors déjà, évidemment, il y a eu des menaces envers des personnes qui ont proposé ce sujet-là. Il y a eu des risques d'agression. Donc c'est un paramètre qui rentre en compte dans le fait qu'ils ont annulé ou en tout cas supprimé une partie du vocabulaire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le changement a voulu être fait beaucoup trop vite. Et l'humain est incapable d'accepter autant de changements aussi vite. Déjà, si demain, je vous dis on déménage, vous allez bloquer. Donc si on arrive avec tout un vocabulaire neuf pour ne pas heurter les gens, ce qui est normal de ne pas vouloir heurter les gens, il faut aussi comprendre qu'il y a un temps d'adaptation pour tout et pour tout le monde. Voilà. C'était la dernière question, du coup, parce que je crois qu'on va manquer de temps. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et je suis là, sinon...